Ce que je dois à Gilles Clément, c'est plusieurs choses. D'une part, avant même de le rencontrer, c'est la lecture, d'un livre, Le Jardin en mouvement. Un livre qui décrit l'expérience qu'il mène à La Vallée, son jardin de la Creuse. Et un livre qui a une portée de réflexion, de manuel, qui est très appréhendable, on y rentre facilement, mais une fois qu'on y est rentré, les perspectives sont nombreuses et infinies. En fait, c'est un livre à plusieurs fonds, en réalité, qui se dévoilent au fur et à mesure qu'on avance. Donc ça, je lui dois, avant de l'avoir rencontré. Et puis après, j'ai eu la chance de le rencontrer, même avant d'entreprendre des études de paysage. La chance de découvrir aussi son jardin de la vallée. Moi, il y avait quelque chose que j'avais retenu en découvrant la vallée pour la première fois. Bizarrement, c'est pas tant la méthode de jardinage avec le vivant, avec les logiques de la friche qui avait retenu mon intention la première fois que j'ai vu la vallée. C'est un petit lieu qui s'appelle La Carrière, qui est un peu dans les bois, un peu le fond du jardin, mais c'est le moment où le jardin s'ouvre justement sur l'espace de la vallée de la Creuse, où en fait il se reconnecte avec le plan d'eau du lac sur la Creuse. Et, et Gilles avait en fait permis cette connexion en installant un banc dans cette ancienne carrière et en dégageant une trouée dans les arbres. Et pour moi, faire paysage, la découverte, c'était qu'on pouvait faire paysage en retirant des choses. Voilà. Ça a été aussi, en un sens, un déclic pour une manière un peu différente, peut-être, d'appréhender le métier de paysagiste. Et puis après, j'ai eu la chance de côtoyer Gilles, là, cette fois-ci, en tant que professeur à l'École du paysage de Versailles. Et je me souviens en particulier d'une possibilité qu'il nous laissait à nous, étudiants, qui était à côté de ce qu'on appelait un rendu, c'est pas du tout un joli terme, à côté d'un projet dessiné en plan, en coupe, en carte, en schéma. Il nous laissait la possibilité d'y adjoindre un document supplémentaire qui pouvait être une pièce de théâtre, un poème, qui pouvait être un film si on en avait les possibilités, une photographie, une peinture, quel que soit en fait tout ce qu'on voulait. Et moi, du coup, ça m'avait permis à l'époque aussi de proposer un petit livre comme forme de restitution et de transmission d'un projet de paysage. Donc, il a amené cette liberté-là, et je crois une certaine amitié aussi. Il y avait autour de lui déjà une sorte de réseau, et on savait reconnaître aussi les personnalités, les personnes qui avaient gravité autour de la vallée, autour de Gilles Clément, autour de son agence à Paris. Et c'est une sorte d'école dans l'école, un peu. Oui, il y a beaucoup de choses décrites en fait, sur le jardin de la vallée, en réalité par Gilles Clément lui-même, puisque c'est son jardin, et quelque part, la vallée, c'est le jardin d'un livre, le jardin en mouvement. Il y a une sorte de connexion comme ça. Et c'est aussi un jardin qui abrite une maison, qui elle-même abrite une bibliothèque, et qui elle-même abrite les nombreux écrits de Gilles Clément. Donc, pas facile, oui, de s'affronter à ce monument aussi, mais qui est un monument discret, qui reste habité de façon très quotidienne par quelqu'un qui a aussi fait évoluer ce projet. Alors, les photographies de Marc Deneyer constituaient une très bonne porte d'entrée, parce que finalement, Marc, avec son regard aussi, Marc, c'est un très grand paysagiste, c'est un très grand photographe du paysage. Il a participé à la commande de la Datar, il a observé avec méticulosité tout un ensemble de paysages dans plusieurs régions du monde. Et quand il a observé ce jardin, il a aussi su décaler le regard,
par rapport à des images qui circulaient, que Gilles avait faites lui-même très souvent. Et y compris sur des objets, sur des choses qu'on n'a pas l'habitude de montrer de la vallée. Je pense aux bottes, par exemple, cette rangée de bottes qu'on trouve dans l'atelier, et qui dit quoi? Ce sont des bottes de toute taille, laissées là par les personnes qui se sont succédées auprès de Gilles pour travailler ou entretenir le jardin. Et ces bottes, elles racontent quelque chose du réseau d'amitié, par exemple, qui participe de la création d'un tel jardin, d'une telle aventure. Et ce ne sont pas des choses qui sont souvent racontées. Donc à partir de ces photographies, il était possible de raconter quelque chose du jardin qui, à mon avis, aussi doit être transmis et livré. Et puis il y a quand même aussi cette situation géographique, ce vallon, qui est une sorte de parenthèse dans le paysage du Limousin, et qui est en fait lui-même une incision au sens plus géomorphologique dans le relief, et donc un lieu qui aurait pu être complètement oublié, retiré, et dont il a fait le foyer d'une pensée du paysage complètement nouvelle. Donc voilà, je trouvais intéressant de revenir un peu sur cette logique-là et cette force du jardin. Moi, j'affectionne la forme du lexique. Ça vient de plusieurs choses, en particulier des cours d'écriture d'Emmanuel Ocar à l'École des Beaux-Arts de Bordeaux, que j'ai suivi il y a longtemps, et où déjà on écrivait des formes sous la forme de lexique, pour essayer de construire, d'amener aussi des définitions, une manière conceptuelle de réfléchir, mais avec nos propres définitions, et de les faire circuler, de les rendre aussi transmissibles. Donc voilà, je trouvais que ce petit corpus de photographie se prêtait à ce jeu, plutôt que d'essayer de construire finalement une image unifiée ou un plan en 3 parties bien cadré, que j'ai jamais tellement appris à faire en fait, et je suis plus à l'aise dans ce format très discontinu. Savoir si la pensée de Gilles Clément, indéniablement, elle a diffusé et contaminé, entre guillemets, une grande partie du monde du paysage, de l'aménagement et du projet. Pas seul, parce que tout ça s'accompagne de réflexions croisées qui sont issues des sciences du vivant, majoritairement, de l'écologie du paysage, qui ont aussi enrichi les cadres de pensée, les cadres d'action. Malgré cela, la pensée de Gilles reste très singulière, de par la manière peut-être de la conduire, de la proposer, de l'énoncer, de la faire circuler. Beaucoup de principes de gestion naturaliste, par exemple, aujourd'hui sont complètement codifiés dans des principes, des concepts comme celui de la gestion différenciée, celui des trames vertes, des corridors écologiques, d'une approche, en fait, un regard sur le vivant qui est très fonctionnaliste en réalité, et en fait souvent complètement dépoétisé. Et avec Gilles Clément, on a affaire à une pratique, on a affaire à une théorie, et qui s'énonce dans des formes qui, elles, n'ont jamais renoncé à une forme de poésie, du monde, à une manière de dire le monde qui reste fondamentalement ancrée dans une invention, un langage qui a pris qui est passé par différentes formes écrites, du roman en passant du manifeste, de l'essai, du catalogue d'exposition. Il a exploré énormément de formes, de formats d'écriture, et il a toujours inventé de ce point de vue-là. Donc il est toujours en avance pour ça, pour moi. Je pense que quand on lit un livre de Gilles Clément, et aussi quand on a la chance d'arpenter un de ses projets, oui, on s'ouvre ces possibilités,
cette manière un peu différente d'appréhender l'action, d'appréhender son rapport au monde, son rapport à l'action surtout, hein. Et pourtant, il faut constater le décalage immense qui existe encore entre les cadres quotidiens, les cadres réglementaires de l'aménagement et ce qui a été mis en œuvre dans ces jardins. Alors les choses changent, c'est vrai. Par exemple, en France, on applique, en tout cas l'État tente d'appliquer dans sa manière d'instruire l'aménagement du territoire, une sorte de doctrine qui démarre sur le fait d'éviter, de réduire, de compenser. Mais éviter, c'est un terme qui est très rarement mobilisé par les politiques dans le cadre de l'aménagement. L'abandon de Notre-Dame-des-Landes, de ce point de vue, est un peu une sorte d'arbre qui cache la forêt. On parle aujourd'hui de zéro artificialisation nette pour essayer de limiter l'étalement des villes, le grignotement des terres arables. Mais ça vient après des années et des années d'une sorte de gabegie. Donc, et comment penser qu'on puisse, par un texte de loi et puis par la seule force du langage, de propositions verbalisées comme telles, impulser un tel tournant dans les actes d'aménagement. Donc c'est très compliqué en réalité. Il y a des forces considérables qui façonnent les paysages, l'environnement moderne, l'environnement qu'on habite tous, qui est celui le cadre de l'Anthropocène en réalité. Et ces forces sont encore largement actives en réalité. Et il faudra beaucoup de talent et de conviction autour de Gilles Clément et sous plusieurs formes pour réussir petit à petit à infléchir ce cours.